Monsieur le professeur. Monsieur le sénateur, il n'y a plus qu'un sénateur, messieurs les rabbins, mesdames, messieurs, votre présidente m'a qualifié de non-juif. Je dirais que je suis plutôt œcuménique et laïque, parce que je porte un nom juif que beaucoup de juifs du Midi portent, et parce que j'ai été élevé dans le Melha de Casablanca. Et pour moi, la fête des cabanes, c'est un grand souvenir de ma jeunesse. Maintenant, je reviendrai à la réalité objective, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une approche scientifique de ce problème de société qui oppose d'un côté la foi de deux religions et de l'autre côté la sensibilité, que l'on peut qualifier parfois exacerbée, d'une partie de la population de notre pays. Alors, pour approcher le problème de manière scientifique, nous avons, si vous voulez, deux préalables qui nous gênent beaucoup, nous les vétérinaires. C'est d'une part que les animaux qui arrivent à l'abattoir et dont on devrait juger la douleur, pour ne pas dire la souffrance, dont on devrait juger la douleur, ces animaux sont stressés au moins depuis une journée, si ce n'est depuis 2 jours. Et comment interpréter, si vous voulez, les réactions de ces animaux qui souvent ont déjà épuisé toute leur capacité de réponse, en particulier, sans entrer dans les détails techniques, de l'axe corticostéroïde. Donc, premièrement, on a des animaux qui sont dans un état très particulier. Deuxième difficulté, qui est plus générale, c'est le rapport entre la conscience et la douleur, et je dirais la conscience que peut avoir un animal de sa douleur. Sans parler de la conscience animale, qui est un autre problème que l'on ne pourra pas aujourd'hui débattre et que je ne souhaite pas débattre aujourd'hui. Conscience et douleur chez l'homme. On sait qu'il existe des états de conscience chez l'homme sans douleur alors que la blessure est extrêmement grave. C'est un fait courant dans les accidents de circulation. C'est aussi un fait courant en situation de guerre où l'on voit des personnes continuer à combattre avec des blessures extrêmement importantes sans réaliser qu'ils souffrent, et l'épisode aigu étant passé, ils découvrent qu'ils souffrent énormément. De la même façon, sans conscience, on peut souffrir. C'est le cas lors des interventions chirurgicales, lorsque le chirurgien vétérinaire ou humain franchit le péritoine ou la plèvre, on s'aperçoit que la fréquence cardiaque du malade augmente considérablement, bien qu'il soit sous anesthésie, il souffre, son corps subit tous les effets de la douleur. Et les grands progrès de l'anesthésie ont été à partir du moment où on a mélangé anesthésique et analgésique, et que les malades ou les animaux ont beaucoup moins souffert sans en être conscients pendant les interventions. Donc, deux problèmes, situation déjà très floue, hein, les animaux sont stressés et séparer conscience et douleur, conscience et douleur ne peuvent pas être facilement manipulés. Alors, il y a deux possibilités proposées et que l'on voit dans la littérature, soit une approche de type électrophysiologique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux phénomènes électriques qui se passent dans le cerveau, soit une approche beaucoup plus clinique, on va observer l'animal dans ses réactions. En ce qui concerne la première approche, l'approche électrophysiologique, elle se heurte, et dans la situation actuelle, elle n'a pas donné de résultats suffisamment objectifs, car d'un côté comme de l'autre, on avance des expérimentations que l'on dit conclusives, mais en fait qui ne sont que simplement des éléments de controverse. Pourquoi? Parce que par l'activité électrique du système nerveux, on ne peut distinguer que des grands états du système nerveux. Les grands états de vigilance, je dors pas, je fais une crise d'épilepsie. Quand on va au-delà de ces grands états du système nerveux, cela devient beaucoup plus délicat. Vous savez tous que dans les états comateux, on peut avoir un électroencéphalogramme pratiquement plat et que l'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des résidus, des éléments, on peut les appeler comme on veut,
de conscience chez ces malades comateux. Donc, méfiance vis-à-vis, dans l'état actuel de la science, il n'y a pas, par les phénomènes électriques, de réponse précise à l'état de conscience. Par ailleurs, même par les autres techniques, comme l'imagerie médicale, pour l'instant, on localise des structures qui sont mises en jeu dans la conscience, mais sont-elles totalement responsables de l'état de conscience d'un humain? Le seul qui puisse répondre « je suis conscient » ou « je ne suis pas conscient ». Donc, l'électrophysiologie ne nous amène rien de patent. Les expériences qui ont été faites, elles sont de part et d'autre. En plus, techniquement, elles sont extrêmement difficiles, car ce sont des expériences de laboratoire. Si l'on va dans les raffinements qui supposent beaucoup d'informatique derrière pour tripatouiller le signal électrique que l'on obtient, et ça, ce n'est pas compatible avec des situations d'abattage d'animaux. La deuxième approche est l'approche clinique. Alors, comment discerner chez les animaux des signes qui, au moment de l'abattage et qui précèdent la mort, peuvent être des signes de conscience, de douleur, de souffrance, peu importe comment on va les appeler. Donc, l'idée générale, c'est on va essayer de faire une analogie entre l'induction de l'anesthésie et les différents réflexes qui disparaissent au fur et à mesure que l'anesthésie s'approfondit, avec je dirais, ce qui se passe à l'abattoir. L'ennui, c'est que l'anesthésie est, alors très schématiquement, dit à la volée, c'est une intoxication du système nerveux qui dure quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, le temps dont on a besoin, et ensuite le système nerveux se détoxifie et on se réveille. Le problème, c'est que la perte de conscience pendant l'abattage, c'est parce qu'on n'a plus d'oxygène et on n'a plus de sucre au niveau du cerveau. Ce n'est pas du tout la même chose. D'un côté, c'est qu'on n'a pas détruit, mais on a intoxiqué le système nerveux. De l'autre côté, on le prive. Bon. Alors, si vous voulez, dire que parce qu'on a observé tel réflexe de clignement, de réflexe cornéen, de piqûre, que certains gestes, certains, comment dirais-je, pertes de tonus d'animal, animal qui s'effondre, ceci a peu de rapport réellement avec la conscience, si on veut la définir au point par point, et si on veut chronométrer absolument l'état dans lequel se trouve l'animal. Et on a bien vu que dans ces grandes lignes, qui ont préparé les textes réglementaires de l'Union européenne, on parle de perte de tonus, ça c'est un fait acquis, et qui chez l'homme est bien connu. Hein. Les pertes de tonus pour les personnes qui, pour des raisons diverses, ont un débit carotidien un petit peu faible, parce que plus ou moins bouché, ces gens perdent assez rapidement connaissance lorsqu'ils ont de longues stations immobiles debout et qu'ils ne peuvent plus ravitailler correctement leur cerveau en oxygène et en sucre. Je voudrais aussi rapporter un fait qui personnellement m'ébranle beaucoup, c'est que dans ma carrière de chercheur, j'ai eu à travailler sur les pertes de conscience des pilotes d'avions de combat, lorsque ces avions de combat sont passés aux commandes électriques, c'est-à-dire que les pilotes peuvent en 1/10 ou 2/10 de seconde prendre une accélération extrêmement violente. Et ces pilotes perdent connaissance, bien entendu, et quelquefois ont des accidents. Et lorsqu'on refait cette situation dans une centrifugeuse, c'est absolument spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces hommes, qui sont parfaitement vigiles, qui parlent avec la personne qui les fait tourner, tout d'un coup s'affalent, mais littéralement, la tête tombe d'un coup, comme certains enfants lorsqu'ils s'endorment, la tête tombe d'un coup, et ces hommes perdent connaissance. Dès qu'on arrête la centrifugeuse, ils récupèrent, parce que leur cerveau est de nouveau impliqué. Donc la question qu'on peut se poser, c'est dans l'abattage rituel, quelle est, je dirais, la part qui revient à la chute brutale du débit cérébral. Alors bien entendu, les personnes qui sont je dirais, opposées à l'abattage rituel invoquent des shunts artérielles qui se trouvent dans les artères paravertébrales des bovins. Mais enfin, lorsque l'on voit un homme s'éteindre littéralement en quelques secondes, mais même pas en 2-3,
mettons 2-3 secondes, s'éteindre parce qu'il n'est plus irrigué au niveau de son cerveau, on peut se demander quand même si ces artères paravertébrales, etc., peuvent prendre le relais de ce qui est assez important, une carotide d'un bovin. Donc, si vous voulez, l'UE est prudente. Elle dit perte de tonus, elle dit absence de manifestation d'émotion, et elle dit réaction au stimulus. Donc, si bien la position de notre académie, elle l'a formulée en 2009, en octobre 2009, a dit clairement il n'y a pas de démonstration scientifique dans l'état actuel de la science pour un camp ou pour l'autre camp. Alors, ce n'est pas une question pour l'instant que l'on peut résoudre de cette manière. Par contre, notre académie a demandé que garantir à la société des conditions optimales pour le respect de l'animal. Bien entendu, une formation certifiée des opérateurs, des lieux autorisés, du matériel, des procédures. Enfin, tout ça maintenant, en 2013, est quelque chose de devenu réglementaire. Tout ceci maintenant est bien cerné et on peut aller, je dirais, beaucoup plus loin. Notre académie aussi s'est penchée sur la notion d'étourdissement réversible par les stimulations électriques. Bon, elle a conclu ce que tout le monde savait valable, c'est-à-dire que pour les animaux de petite taille, éventuellement cela peut convenir, mais que pour les bovins, les problèmes sont beaucoup trop importants pour que vraiment on puisse utiliser cette procédure donc, pour étourdir les animaux. Et enfin, elle ne s'est pas prononcée encore de façon très formelle, mais elle est tout à fait favorable à l'étourdissement post-jugulation, dans la mesure où des signes vraiment très apparents de conscience seraient encore là et qu'il s'agirait d'abréger les souffrances. Simplement, pour rajouter, c'est que la réglementation actuelle et les différentes notes de service qui ont été données aux services vétérinaires et qui sont, je dirais, proposées aux abattoirs, ces différentes notes de service, je dirais que les délais qu'elles donnent d'observation des animaux, etc., sont des délais qui relèvent presque du principe de précaution. C'est-à-dire que la réglementation et son interprétation actuelle est au maximum en faveur de l'animal. Voilà comment il faut voir les choses. Je vous ai peut-être déçu, je ne vous apporte pas de solution, mais je vous dis très franchement, dans les membres de l'académie, certains sont d'ailleurs plus compétents que moi dans les domaines, je dirais, de la physiologie fine des bovins, il n'y a aucun argument qui permette d'aller ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, professeur Millot.